La sidérurgie et les dissensions de la majorité, après Georges Marchais qui demande la révision de la politique industrielle et avant la conférence de presse du président de la République demain, tension au sein du groupe parlementaire socialiste. Invité de ce journal, le ministre de l'Industrie, Laurent Fabius. Coup d'État militaire en Guinée, une semaine après la mort de Sékou Touré. Le comité militaire de redressement libère les prisonniers politiques et souhaite resserrer les liens avec la France. Yasser Arafat approuve l'attentat commis hier à Jérusalem par un commando palestinien. Deux nouveaux suspects recherchés par la police israélienne. Football, la valse des entraîneurs au Paris Saint-Germain, retour de Georges Perroche à Saint-Étienne, Djorkaeff suspendu. Madame, Monsieur, bonsoir. En France, aujourd'hui encore, l'actualité politique, économique et sociale est dominée par un seul et même problème, la sidérurgie. C'est à propos du plan annoncé jeudi dernier par le gouvernement que le secrétaire général du Parti communiste, Georges Marchais, invité hier soir de l'heure de vérité d'Antenne 2, réclame la révision de la politique industrielle du gouvernement dans son ensemble, sans pour autant remettre en cause la participation du Parti communiste au gouvernement. Demain, le président de la République, qui tiendra dans l'après-midi une conférence de presse, sera amené à lui répondre et à réaffirmer la politique du gouvernement. Au même moment, la Lorraine se sera mise au banc du pays pour marquer leur solidarité avec les sidérurgistes. Toutes les forces vives de la région manifesteront demain. Geneviève Moll. Demain, dès 5 h du matin et jusqu'à midi, la Lorraine ne répondra plus. À Longwy, toutes les usines, tous les accès routiers, toutes les voies ferrées seront fermées. Les frontières belges et luxembourgeoises seront bloquées. Personne ne pourra plus entrer ni sortir du bassin sidérurgique. Toutes les professions se sont solidarisées avec les grévistes. Seules les urgences seront assurées. De grands rassemblements populaires auront lieu à Nancy, à Metz et à Longwy, où la population est appelée à se rassembler dès 15 h sur la place Leclerc à Longwy-Bas. Les syndicats préparent cette journée dans le calme. Apparemment, ils tiennent leurs troupes. C'est les travailleurs eux-mêmes qui assureront la sécurité à l'intérieur de la manifestation parce que c'est tout bêtement l'envie de vivre, de travailler à Longwy. On attendait des actions coup de poing du groupe Longwy 79-84, créé le 20 février dernier et constitué par des dissidents des grandes centrales syndicales et des non-syndiqués. Au cours d'une conférence de presse cet après-midi, le groupe a simplement indiqué qu'il se joindrait aux manifestations de Moi masse. je pense, et j'y crois, qu'on peut sauver la sidérurgie en Lorraine. La preuve, 1 million de gens dans la rue, sous l'école libre, ils ont fait reculer le gouvernement. Pourquoi pas pour la sidérurgie? Il faudra attendre la conférence de presse de François Mitterrand pour savoir si les Lorrains ont eu raison de croire à l'utilité de la pression populaire. Des incidents encore aujourd'hui, une centaine d'employés de Cécilor-Gandrange ont brûlé les plans du train universel et en Meurthe-et-Moselle, une cinquantaine de sidérurgistes ont saccagé le château inhabité de la famille de Vadel, symbole des anciens maîtres de forge de la région. Mais c'est sur le plan politique et au sein même de la majorité que le dossier sidérurgique nourrit de jour en jour les tensions. Georges Marchais, hier soir sur Antenne 2, a directement accusé le président de la République de n'avoir respecté en matière de politique économique ni l'esprit ni la lettre des accords de 81 entre les deux partis de la majorité. Faux, réplique Lionel Jospin, le premier secrétaire du Parti socialiste, est sorti cet après-midi de la réserve qu'il observait depuis jeudi pour défendre la politique du gouvernement. Je dirais que ces décisions étaient économiquement inévitables, qu'elles sont, et c'est leur originalité et leur mérite, socialement accompagnées, et qu'elles doivent être, et c'est à mon avis le point essentiel à partir de maintenant, industriellement prolongée. Je vois des déclarations extrêmement alarmistes, catastrophistes, mais je pense qu'il est décisif de rappeler que si ces mesures prévoient des réductions d'emplois, elles ne prévoient pas de licenciement. Il faut insister sur cet aspect des choses.
En même temps qu'il convient de dire sans doute que le gouvernement, et là je le dis en tant que responsable politique, que le gouvernement devra, dans les semaines qui viennent, être très attentif aux réactions qui se manifesteront justement sur le plan social. Je pense qu'il ne suffit pas d'avoir raison, il faut aussi être compris. Au sein même du Parti socialiste, pourtant, le langage du premier secrétaire n'est pas forcément suivi. On l'a bien vu aujourd'hui lors de la réunion du groupe socialiste de l'Assemblée nationale. Daniel Brem. Tendus et bouleversés, les députés socialistes ont entendu cet après-midi le porte-parole délégué par les 3 députés lorrains pour expliquer leur démission. Pour messieurs Drouin, Schiffer et Malgras, les mesures sur la sidérurgie doivent être complétées. Nous sommes logiquement obligés de demander au Premier ministre une audience pour lui réclamer éventuellement des mesures d'accompagnement et aussi des explications. Pierre Joxe, tout en comprenant les élus lorrains, a refusé leur démission. Les différents intervenants ont ensuite critiqué la mauvaise préparation et présentation des décisions du gouvernement en matière de sidérurgie. Totalement solidaires de leurs collègues, ils réclament l'annonce de nouvelles mesures avant le 13 avril. Ce que je puis vous dire, en tant que membre du groupe, c'est qu'il y a unanimité, que nous partageons pleinement leurs préoccupations, leurs combats et leurs demandes. Jean Popren ne cachait pas ce soir que si les socialistes ne demandaient pas au gouvernement de revenir en arrière, ils n'avaient pas pour autant l'intention de laisser aux communistes le soin de défendre seuls les travailleurs. Monsieur Fabius, vous êtes le ministre de l'Industrie, vous êtes aussi responsable socialiste. Les grincements de la gauche, des communistes aux socialistes, prouvent-ils selon vous que le plan sidérurgique est un mauvais plan en contradiction avec les engagements de la gauche? C'est un plan dur, je l'ai dit dès qu'il a été annoncé, mais je crois que c'est un plan qui est inévitable. Et je voudrais essayer en quelques mots de l'expliquer. D'abord pour des raisons industrielles. Il faut bien comprendre qu'on ne peut produire de l'acier que si on est capable de le vendre. Or, la consommation, depuis maintenant des années et des années, la consommation d'acier ne cesse de diminuer. Et du coup, nous avons une espèce de surproduction qui crée des déficits. Sur le plan financier, il y a aussi un problème qui est de colossale ampleur. La sidérurgie, l'an dernier, en 83, a perdu 10 milliards de francs. Cette année, en 84, elle va encore perdre 10 milliards de francs. Ces 10 milliards de francs, ils ne viennent pas de n'importe où. Ils viennent soit des impôts, soit des emprunts. Et on ne peut pas continuer comme ça éternellement. Il y a une façon plus forte d'utiliser ces sommes pour créer des nouveaux emplois. Et ce, malgré les engagements qui étaient bien ceux de la gauche quand elle est arrivée au pouvoir en 81. La situation telle qu'elle est que chaque année, on perd 10 milliards. Et j'ajoute que même si on acceptait ces pertes financières qui sont colossales, en 1986, on n'a plus le droit, du fait de nos engagements communautaires, de subventionner la sidérurgie. Il faut donc absolument qu'à cette époque, elle soit compétitive. Donc nous avons un problème majeur à la fois de consommation d'acier, qui du fait de la modification des techniques, je vais prendre un exemple, un pont, il y a 20 ans, ça consommait 2 fois plus d'acier que maintenant. Bon. Alors, on a à la fois un problème de consommation et un problème financier de colossale ampleur. Il faut donc réagir. Entrons un peu dans le détail du plan, là. L'un des arguments utilisés par M. Marchais et par d'autres, c'est de dire comment veut-on moderniser la sidérurgie alors qu'on détruit des usines qui sont parmi les plus modernes, celle d'usine à Fos ou celle en Lorraine, certaines en Lorraine. C'est sûrement une des choses les plus choquantes qui me choque, comme je voudrais essayer de m'expliquer. Le plan, il comporte, sur le plan industriel, 2 séries de dispositions. D'abord, des dispositions offensives, c'est-à-dire des investissements. Il va y avoir, dans les années qui viennent, 5 milliards d'investissements chaque année, justement pour moderniser, être vraiment compétitif. Mais en même temps, comme il y a cette surproduction dont j'ai parlé, il faut qu'on regroupe des unités. Et c'est là où se pose, par exemple, le problème de Fos. D'abord, j'écarte tout de suite un quiproquo. Il y a 2 usines à Fos. Il y a l'usine Solmer, qui est une usine qui comporte 6000 personnes, qui celle-là n'est pas du tout touchée. Et puis il y a une autre usine qui s'appelle Usine Acier Fos, qui est séparée, même si elle est dans la proximité. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le domaine des aciers, de ces aciers-là? Il y a 3 usines en France qui peuvent produire des choses à peu près voisines. Une usine en Lorraine,
la Safé, une usine près de Dunkerque et une usine qui est fausse. Ces usines font un chiffre d'affaires de 5 milliards de francs et elles font une perte de 1,2 milliard. Chacune de ces usines, prises séparément, si elle avait la totalité du carnet de commandes des autres, pourrait fonctionner parfaitement. Mais le problème, c'est que nous en avons 3 là où il en faudrait que 2. Donc, il y a eu une discussion extrêmement difficile. Quelle est celle qui, je dirais pas, est la moins nécessaire, mais de toutes les manières, c'est un crève-cœur, mais quelle est celle qui va permettre, si petit à petit on l'arrête, de faire qu'on revienne à l'équilibre? Et alors, là, l'argumentation technique est que Fos n'est pas, comme on dit, une usine intégrée, alors que les 2 autres, si on les arrêtait, auraient pour effet qu'on ne pourrait plus produire, par exemple, des barres de torsion pour les automobiles, des essieux, etc. Donc, on est conduit à ce choix. Mais je dirais que le drame dans cette affaire, c'est qu'il y a de cela quelques années seulement, car Fos est vrai et moderne, nos prédécesseurs aient décidé de faire cet investissement, qui a coûté beaucoup d'argent, qui fait une usine ultra moderne, mais qui aujourd'hui, du fait qu'elle est en concurrence avec d'autres, ne peut absolument pas équilibrer son affaire, ce qui fait que, je vous dis, chaque année, sur 5 milliards de chiffre d'affaires, on perd le quart du chiffre d'affaires. Monsieur Fabius, on sait que vous étiez personnellement en faveur d'un plan moins draconien. Non, alors aujourd'hui, est-ce que vous souhaitez que le gouvernement tienne compte des critiques qui ont été exprimées depuis quelques jours et modifie ce plan? Je m'explique. De toutes les manières, un plan très rigoureux était nécessaire. Et je pense comme vous, comme Albert Duroy, d'abord aux hommes et aux femmes de ces régions. Donc de toutes les manières, il fallait un plan très rigoureux. Alors sur la technique, le choix, maintenant, on pouvait discuter, on a discuté, un choix a été fait. Mais de toutes les manières, un plan rigoureux est nécessaire. Alors, ce qu'il faut, je crois, je rejoins tout à fait les propos de Lionel Jospin que vous avez passé tout à l'heure, c'est qu'il faut un accompagnement social et peut-être aller plus loin industriellement. Alors, socialement, faites bien attention à une chose. La différence peut-être entre la façon de traiter ce problème et la façon dont d'autres problèmes dans le passé ont pu être traités, c'est que, comme l'a dit Jospin, il n'y a pas de licenciement. C'est-à-dire que toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes concernées par ces suppressions d'emplois seront ou bien couvertes par ce qu'on appelle la convention de protection sociale, ou bien mis en congé de conversion. Il y a donc un formidable effort social et il n'y aura pas de licenciement. Mais alors, la question tout à fait judicieuse est, au bout des congés de conversion, qu'est-ce qu'on va implanter pour que les gens retrouvent des emplois? On a donc besoin, j'y travaille, j'ai besoin de gros moyens, financiers notamment, et en personnel. On a donc besoin d'implantation industrielle rapide pour faire qu'en même temps qu'une sidérurgie moderne et compétitive, ces régions, je pense à Lorraine, je pense à Fos, mais pas seulement elles, il y a d'autres pôles de conversion, puissent avoir des industries nouvelles. Dès lors qu'on a les moyens, nous sommes capables, sur 2 ans, puisque le problème des congés de conversion est sur 2 ans, de recréer vraiment un plan de diversification économique de ces régions, et notamment de la Lorraine. Et ces moyens sont à la mesure de nos possibilités? Je dirais que c'est un devoir. C'est un devoir. Est-ce que les critiques très vives émises par le Parti communiste contre ce plan gouvernemental ne remettent pas en cause la solidarité de la majorité? Sur ce point, j'ai voulu m'expliquer au fond, c'est ça qui m'importe. La sidérurgie, les gens se demandent pourquoi ce plan, est-ce qu'on peut faire autre chose, pourquoi les usines modernes, etc. Je me suis expliqué le fond. Sur le fond, sur la question précise que vous me posez, notamment l'intervention de M. Marchais hier, je dirais simplement une chose, très courte, on ne peut pas éternellement être à la fois dehors et dedans. Et on est au bout de l'éternité, là, hein? J'ai répondu. Monsieur Fabius, merci. Une réaction, en tout cas dans les rangs de l'opposition, pour le RPR Claude Labbé. Le désaccord entre socialistes et communistes est purement tactique. Dans notre dernier journal, à 23h15, un débat sur le dossier de la sidérurgie opposera le député socialiste Michel Charza au député RPR Jean-Louis Masson. Demain après-midi, conférence de presse du président de la République. Cette conférence de presse sera retransmise en direct sur Antenne 2 à partir de 15h. Grève générale aujourd'hui en Belgique, grève contre la politique d'austérité du gouvernement à l'appel de la Fédération Générale des Travailleurs de Belgique, proche du Parti Socialiste. La grève, plus suivie en Wallonie qu'en Flandre, a affecté le secteur privé et le secteur public. Henri Elie. Paralysie presque totale dans les transports belges. Tramways, bus et trains n'ont pratiquement pas circulé, excepté le métro à Bruxelles. Écluses d'Anvers, mines et sidérurgie wallonne au ralenti.
professeurs du secondaire, employés de banques, d'assurances, ainsi que certains fonctionnaires de police et d'hôpitaux ont cessé le travail à l'appel de la Fédération Générale des Travailleurs de Belgique, la FGTB, proche du Parti Socialiste. Ils protestent contre les mesures d'austérité gouvernementale, réduction des salaires de 2% par an, et ce pendant 3 ans, certains acquis sociaux remis en question, pouvoir d'achat réduit dans la fonction publique. L'autre centrale nationale belge, la Confédération des syndicats chrétiens, la CSC, fidèle soutien du gouvernement de centre droit, n'a donné aucune consigne d'arrêt de travail. Pourtant, certains de ses adhérents sont allés rejoindre les rangs des manifestants. Il y a une semaine, jour pour jour, mourait Sékou Touré, qui pendant un quart de siècle avait tenu son pays, la Guinée, d'une main de fer. Et son régime ne lui aura pas survécu davantage. Un coup d'état militaire a eu lieu ce matin à Conakry. Michel Srulovici. Peuple de Guinée, ton armée nationale, qui t'est demeurée toujours fidèle et qui a toujours partagé ton sort dans la discipline et dans l'abnégation. Pendant ces 26 années d'un pèlerinage douloureux, a donc décidé de prendre en charge l'administration du pays, afin de créer les bases d'une démocratie véritable, évitant à l'avenir toute dictature personnelle. Pourtant, vendredi dernier, l'armée en tenue d'apparat rend les honneurs aux dirigeants défunts. Une armée présente à tout instant au cours de la cérémonie. En fait, ce n'est pas seulement Sékou Touré qu'elle enterre, mais le régime instauré il y a 26 ans. Et les militaires feront peu de cas de cet homme, Lansana Beavogui, le Premier ministre qui prononce l'éloge du disparu. Honneur qui laisse croire à une transition en douceur. Apparence de consécration pour celui qui fut longtemps le numéro 2 du régime, que cet hommage rendu devant de nombreux chefs d'État africains, devant Pierre Mauroy et George Bush, le vice-président américain. L'armée forte de 10 000 hommes en a décidé autrement. Les membres du gouvernement sont arrêtés, le comité militaire suspend la Constitution, dissout les assemblées et le parti unique. Le comité ordonne également la libération des prisonniers politiques et fait appel aux Guinéens exilés. Tâche essentielle aujourd'hui pour les militaires, sortir le pays de la misère, le revenu annuel des Guinéens, 2 000 francs par an. Le comité militaire de redressement souhaite aussi resserrer les liens entre la Guinée et la France et demande en particulier une aide alimentaire. Il faut que la France s'engage davantage au Tchad. Tel est en substance le langage tenu hier à N'Djamena par le président du Tchad, Hissène Habré, qui recevait le Premier ministre Pierre Mauroy. En quelques heures sur le terrain, M. Mauroy a pu constater l'importance et aussi les limites de la présence militaire française au Tchad, qui depuis le mois d'août dernier fige le conflit tchadien. Sur place, Paul Amar. Voilà les hommes que les soldats français ont pour consigne de protéger. Des nomades fiers et angoissés à l'idée d'être colonisés par Kadhafi. Mais la présence des Français qu'ils accueillent avec faste les rassure aujourd'hui. Une présence visible, impressionnante, dissuasive. Il ne s'agit pas d'une simple unité, mais d'une véritable petite armée, 3000 soldats disséminés dans tout le pays, très bien équipés. En se rendant à Moussoro, Pierre Mauroy a voulu les encourager et a tenu à rappeler leur mission, empêcher les troupes de Goukouni et de Kadhafi de franchir la fameuse ligne rouge, le 16e parallèle, mission accomplie à ses yeux. En ce qui concerne l'armée française, il est absolument essentiel que nous ayons mis un cran d'arrêt à l'agression. C'est ce que nous avons fait. Pour le reste, l'armée française concourt, avec les initiatives prises par le gouvernement, concourt à une solution qui soit, je le répète, non seulement militaire, mais politique, diplomatique. En freinant l'avance libyenne, le général Poli, qui dirige l'opération Manta, a renforcé l'autorité de Hissène Habré. Messieurs guerriers, devenu président du Tchad, se fait aujourd'hui plus exigeant. Ce qu'il veut, c'est reconquérir le Nord et il demande nettement à la France de s'engager davantage. Notre souhait, c'est de voir dans la mesure des possibilités de la France
de renforcer encore davantage son aide en faveur du Tchad. Mais c'est un vœu que le gouvernement français peut difficilement exaucer. L'armée française a pour consigne, a-t-il rappelé, d'interdire toute incursion au sud du pays, mais pas question pour elle d'affronter directement les troupes du colonel Kadhafi. Il ne veut pas de l'engrenage et se contente pour l'instant de prévenir toute action, même terroriste. Depuis le mois de décembre, l'expérience du Liban a fait penser au général Pauly que pour des questions de sécurité, il était primordial que la sécurité soit renforcée pour empêcher toute possibilité d'attentat contre les troupes françaises. Et c'est vrai, de nouvelles mesures de sécurité draconiennes ont été prises, mais le gouvernement, à trop rester sur la défensive, prend un risque, celui de l'enlisement. Le temps peut jouer contre lui, surtout si l'agresseur, comme il dit, contourne l'obstacle militaire et s'en prend aux civils, plus exposés. L'attentat récent contre l'appareil d'UTA à N'Djamena a valeur d'avertissement. Aucun passager n'a été tué, mais voilà ce qu'il en reste. Le mouvement d'opposition Aysen Habré, le GUNT, a libéré hier soir en Libye les 2 médecins belges qu'il détenait depuis le 24 janvier dernier. Mais le GUNT a mis en garde Médecins sans frontières, pour qui il travaillait, et les autres organisations humanitaires contre toute présence médicale dans les zones de combat au Tchad. Tension diplomatique entre la France et le Chili. Le régime du général Pinochet exige que le vice-consul de France à Santiago quitte le pays dans les plus brefs délais. Madame Legrand aurait aidé des opposants chiliens. La mesure qui la frappe est injuste, déclare le Quai d'Orsay. L'émotion et la réprobation sont unanimes dans les capitales occidentales. Yasser Arafat applaudit. Et à Jérusalem et dans tout le pays, les services de sécurité israéliens sont sur les dents. L'attentat perpétré hier en plein centre de Jérusalem par un commando du FDLP est un message du peuple palestinien, a déclaré le chef de l'OLP, pourtant ouvertement contesté par le mouvement qui a revendiqué l'attentat. La police israélienne est convaincue que le commando du FDLP venait du sud Liban et recherche 2 autres suspects. De Jérusalem, Charles Anderle. Cette fois, les responsables de la sécurité ne prennent pas de risques. Le centre de Jérusalem est quadrillé par des policiers et des gardes-frontières solidement armés. Les autorités craignent un nouvel attentat. Les 3 assaillants d'hier auraient en effet disposé de complices en Cisjordanie. Alors, les barrages routiers à l'entrée de Jérusalem sont plus stricts que jamais. L'identité de tous les Palestiniens se dirigeant vers Jérusalem est soigneusement relevée. Un Libanais et une Américaine d'origine japonaise seraient recherchés, venus du sud Liban samedi dernier. Ils bénéficieraient de l'aide de réseaux palestiniens. Les forces de sécurité israéliennes tentent de gagner de vitesse cette vague de terrorisme qui s'est abattue sur le pays, mais sans trop se faire d'illusions. Il est impossible d'empêcher complètement à 100% des attentats terroristes. Comme vous le savez bien, partout dans le monde, c'est une possibilité qui existe. Nous constatons seulement que les terroristes ont encore une fois lâchement attaqué des civils innocents et ont fait couler le sang des femmes et des enfants de Jérusalem. La responsabilité de cet attentat lâche, atroce, cruel, est complètement tombe sur l'OLP, sur l'organisation de Naïf Rawatma, qui fait partie de l'OLP et qui a déjà pris ses responsabilités. Est-ce que l'on va vers des ripostes israéliennes? Vous savez, ce n'est pas quelque chose qu'on discute à la télévision, mais je crois qu'un peu de patience, le temps dira. Le cabinet Shamir va-t-il lancer une opération de grande envergure au Liban? Il n'a peut-être pas le choix en pleine période électorale. Un élément de l'enquête inquiète en tout cas les responsables israéliens. Le commando d'hier avait l'intention de prendre des otages pour obtenir des concessions d'Israël. 18 des 48 personnes blessées hier sont encore hospitalisées, dont une dans un état grave. 3 nouveaux attentats ont été commis aujourd'hui contre les troupes israéliennes au sud Liban. Le ministre de la Défense israélien, qui s'est rendu à Saïda ce matin, a mis en garde la Syrie contre toute guerre d'usure contre Israël.
3 morts, 5 blessés, c'est le bilan d'un attentat qui a eu lieu ce matin à Durban, en Afrique du Sud. Une voiture piégée a explosé dans cette ville du nord-est du pays. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. Et puis encore un attentat contre un étranger à Athènes, le deuxième en moins d'une semaine. Un militaire américain a été grièvement blessé par 2 inconnus qui ont pris la fuite. Une chance sur 1000, c'est le titre du film que vous pourrez suivre tout à l'heure au dossier de l'écran. Un film qui illustre le débat dont le garde des Sceaux, Robert Badinter, sera l'unique invité, l'insécurité et tous les problèmes sociaux et judiciaires qui y sont liés. Un débat qui reste au cœur des préoccupations des Français, même si le sondage publié cette semaine par l'hebdomadaire La Vie prouve que les Français sont plutôt optimistes en la matière. 7 personnes sur 10 estiment en effet qu'il est possible de vaincre la peur. La très large majorité des personnes interrogées mettent en cause les conditions de vie dans les villes pour expliquer le développement de la délinquance. Football, la valse des entraîneurs commence dans les clubs de première division. Aujourd'hui, 2 d'entre eux ont été suspendus de leurs fonctions. Jean Djorkaeff, l'entraîneur de Saint-Étienne, remplacé par Robert Philippe, qui avait la responsabilité de l'équipe réserve du club. Et puis Lucien Leduc, l'entraîneur de Paris Saint-Germain. Pour lui succéder, les dirigeants parisiens ont rappelé Georges Perroche, qui avait déjà entraîné cette équipe de 79 à 83. Alain Vernon. Le sport n'échappe pas à cette loi, il faut puiser dans le passé pour comprendre le présent. En mai 82, le Paris Saint-Germain remporte aux dépens de Saint-Étienne sa première Coupe de France, la 4e pour Dominique Battenet. Toujours sous la conduite de Georges Perroche, ici, les Parisiens conservent leur trophée, 1 an plus tard, face à Nantes cette fois. Le Paris Saint-Germain devient l'un des meilleurs clubs français. Francis Borrelli pourra embrasser la pelouse du Parc des Princes pour la 2e fois, et l'aventure européenne peut donc recommencer. Mais Lucien Leduc reprend du service pour entraîner les Parisiens et remplacer Georges Perroche qui s'offre une année sabbatique. La passation de pouvoir semble digérée jusqu'à ce que la Juventus de Michel Platini, en novembre 83, coupe le dynamisme des Parisiens. Dès lors, il faut reporter les efforts sur le championnat et la Coupe de France pour s'assurer une nouvelle chance de flirter avec les Coupes d'Europe. Mais un curieux mal s'empare du club qui accumule les résultats en dents de scie. J'aimerais bien rentrer sur le terrain et marquer un but, mais vous croyez qu'il sera accordé? Non. Alors, je pense que la solution appartient aussi dans les pieds des joueurs et dans la tête aussi. Toujours en poste en janvier, Lucien Leduc ne perd pas le sens de l'humour, mais la défaite contre Mulhouse en Coupe de France lui intime une certitude. À 65 ans, ses méthodes ne sont plus efficaces. Étant donné qu'une situation d'urgence était créée, puisqu'il restait 5 matchs à faire, et 5 matchs qui sont évidemment, disons, décisifs, et je crois qu'il fallait faire un changement, disons, à la tête. Vous vous écartez donc vous-même du club? Oui, en accord avec le président Borrelli, évidemment. C'est donc Georges Perroche qui revient à la tête de l'équipe. Je suis presque content de cette solution, parce que j'ai confiance en M. Perroche, et je suis persuadé que nous allons nous en sortir. Fini la pêche à la ligne pour Georges Perroche, l'après-retraite, ce sera pour plus tard. Football encore, les Strasbourgeois ont trouvé une manière inédite en France, mais répandue en Allemagne de l'Ouest, pour payer leurs joueurs la saison prochaine. Le revenu des joueurs sera proportionnel au nombre moyen de spectateurs attirés dans les tribunes du stade. Et maintenant, un mot du temps de demain, Brigitte Simonetta. Oui, les prévisions météorologiques ne sont pas si mauvaises que ça. Exit l'air froid. Il s'en va lentement, doucement, mais il finira par nous abandonner tout à fait. Regardez la photo satellite. L'ancienne perturbation se décale vers l'est. La nouvelle perturbation reste bloquée sur l'ouest. Il lui faudra plusieurs jours pour traverser le pays. Et cela nous donne sur la carte de demain encore quelques averses sur la carte de demain, la voici. Encore quelques averses de neige et de pluie de la Lorraine au Jura. Des nuages accompagnés de quelques bruines de la Bretagne aux Pyrénées-Occidentales. Entre ces deux zones, du beau temps. Cette nuit, de faibles gelées, moins 2 degrés au nord et à l'est, moins 3 au centre et dans le massif central. Mais demain, dans la journée, les températures maximales seront supérieures à celles d'aujourd'hui, de 6 à 12 degrés sur la moitié nord et de 8 à 16 degrés sur la moitié sud. En ce mercredi 4 avril, le soleil se lèvera à 7h21, se couchera à 20h26 et si vous trouvez un visiteur, ne le manquez pas.
À 23h15, c'est Jacques Segui qui vous présentera notre dernière édition. Demain, 12h45, antenne de midi, 18h30, c'est la vie. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée sur Antenne 2.